Salut tout le monde, c'est Christine Chandler qui vous parle en direct de chez moi, encore une fois. Je vais venir après toi. Je vais te ruiner. Électrique, attrape toute la puissance. Pas de don de moins d'1 $, bon sang misérable, crétin sans vie. Ma mère et mon père sont en colère contre moi. Ça va attendre ta chance, car il n'y a aucune circonstance que tu ne puisses gérer, c'est tout pour l'argent, 100 $ et je me lèverai. Oh, et que penses-tu de ça? Je me mets en colère. Cette vidéo contiendra des discussions vagues sur les abus sexuels, la maladie mentale et d'autres sujets potentiellement sensibles. La discrétion des spectateurs est conseillée. Vous pouvez vous rendre sur mon Patreon pour une version sans publicité et non censurée de cette vidéo qui entre davantage dans les détails concernant les éléments particulièrement troublants et inappropriés de cette histoire. Chris Chan est un nom que j'ai entendu circuler sur Internet, mais pour une raison quelconque, je ne m'y étais jamais vraiment intéressée jusqu'à maintenant et je ne pense pas que quoi que ce soit aurait pu me préparer à ce que j'ai appris ces derniers jours. Dire que cette histoire est des montagnes russes serait un euphémisme. C'est probablement le terrier de lapin le plus complexe et le plus bizarre dans lequel je sois jamais descendue. J'espère que cette vidéo servira de chronologie complète mais concise des événements, mais elle durerait des heures si je couvrais tout, car Chris a été qualifié de personne la plus documentée sur Internet. J'ai inclus les principaux détails et approfondi certains points, mais si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur sonychu.com, qui est un site entier dédié à l'histoire de la vie de Chris. Juste pour clarifier, Chris est une femme transgenre et des événements importants pour l'histoire se sont produits à la fois avant et après sa transition. J'utiliserai les pronoms elle et la tout au long de la vidéo, mais je voulais simplement préciser qu'avant un certain moment, elle vivait en tant qu'homme biologique. Ce détail est pertinent à certains moments de l'histoire et il est utile de le savoir car différentes sources utilisaient des pronoms différents pour la décrire. Son nom de naissance était Christophe Weston Chandler et plus tard, elle s'est fait appeler Christiane après qu'un ours conducteur de centre commercial ait mal entendu son prénom, ce qu'elle a cru être un signe de Dieu. Elle ajoutait parfois d'autres prénoms, comme prénom intermédiaire, comme Ricardo, qui serait apparemment son surnom espagnol. Après avoir fait son coming out, elle a changé son prénom en Christine et est généralement connue sous le prénom neutre Chris. Par souci de simplicité, c'est ce prénom que nous utiliserons tout au long. Chris est né le 24 février 1982 à Charlottesville, en Virginie. Elle était la deuxième enfant de Barbara Chandler. Son premier enfant, Joseph, avait environ 18 ans à l'époque. Il a affirmé avoir été victime de maltraitance mentale et physique de la part de Barbara et de son beau-père, et il semble que Chris ait également été maltraité par elle, bien que dans une moindre mesure. Il a été supposé que Barbara souffrait d'une forme de trouble de la personnalité narcissique et il a été rapporté qu'elle utilisait la violence et des menaces de suicide pour manipuler Chris et le père de Chris, Bob. On ne sait pas grand-chose avec certitude sur les premières années de Chris, bien qu'elle ait commencé à montrer des signes d'autisme, comme un retard dans l'acquisition du langage. Elle ne parlait pas du tout entre l'âge d'1 an et 7 ans et a dû suivre une orthophonie. Elle a évoqué des souvenirs et fait des affirmations sur sa petite enfance, même si, comme vous allez bientôt le découvrir, elle est loin d'être la source la plus fiable. Elle affirme que son premier mot a été singe à seulement 6 semaines, ce qui n'est évidemment pas vrai, et je me demande si elle n'a pas inventé cela pour compenser son retard de langage. Elle affirme avoir été maltraitée par une baby-sitter tous les jours pendant des années et qu'elle a été enfermée dans une salle de jeu très jeune après avoir éteint toutes les lumières. Un autre événement traumatisant s'est produit lorsque sa camarade de jeu, Sarah Nicole Hammer, l'a convaincue que Casper, le gentil fantôme, vivait sous sa maison.
Chris s'est faufilé à l'intérieur pour regarder et Sarah l'a enfermé. Ce fut un moment décisif à plus d'un titre. C'était peut-être la première fois que Chris s'était fait piéger et l'incapacité à distinguer la réalité de la fiction est quelque chose qu'elle a gardé avec elle à l'âge adulte. Elle ne semblait pourtant pas éprouver de ressentiment envers Sarah, et malgré le fait qu'il semble qu'elle n'ait eu pratiquement aucun contact depuis leur enfance, Chris parlait encore d'elle à l'âge adulte comme si elle était sa meilleure et plus proche amie. Pendant la 4e année, les parents de Chris l'ont retirée de l'école après qu'elle ait affirmé avoir été retenue de force et obligée de s'asseoir sur les genoux du directeur. Pendant toute la durée de la procédure judiciaire, Chris a suivi l'école à la maison jusqu'à ce qu'il déménage et qu'elle commence dans une autre école en 6e. Cette période d'école à la maison a peut-être encore plus freiné le développement social déjà retardé de Chris. Au lycée, elle avait quelques amis et comme Sarah, Chris semble s'être focalisée sur leurs relations et exagérer leur proximité dans les années qui ont suivi. C'est à cette époque qu'elle a créé le célèbre personnage Sonichu pour un projet scolaire, après qu'on lui ait dit qu'elle ne pouvait pas utiliser de personnages sous copyright. Elle a donc décidé de fusionner 2 personnages sous copyright, Sonic the Hedgehog et Pikachu, pour créer Sonichu. Par la suite, elle a commencé à dessiner des bandes dessinées mettant en scène Sonichu, ce qui l'a rendue célèbre sur Internet. Les signes montrant que ses parents encourageaient son comportement commençaient vraiment à apparaître et elle a quitté la cérémonie de remise des diplômes du lycée en pleurant lorsqu'elle n'a pas remporté le prix d'art. Elle pensait le mériter parce qu'elle avait travaillé plus dur que quiconque malgré son autisme. Il est évident que ses parents ne l'ont jamais préparée au monde réel ni appris les limites et les normes sociales et en conséquence, elle n'a jamais mûri au même rythme que ses camarades. Elle est entrée dans l'âge adulte incapable de s'intégrer à la société et pas prête à trouver un emploi ou à prendre soin d'elle-même. Parfois, sans même reconnaître quand elle avait besoin d'aller aux toilettes, ce qui a entraîné divers accidents au fil des années. Après le lycée, Chris s'est inscrite à un cursus universitaire en conception et dessin assisté par ordinateur. Elle ne s'est pas fait beaucoup d'amis, voire aucun, à l'université et a commencé à passer plus de temps libre à créer des bandes dessinées Sonichu. Elles étaient assez ordinaires au début, mais sont devenues de plus en plus personnelles pour Chris. Finalement, il était évident qu'elle utilisait les bandes dessinées comme un mécanisme d'adaptation en s'y insérant elle-même ainsi que des personnages inspirés d'autres personnes réelles. Certaines intrigues étaient inspirées d'événements réels, mais elle réécrivait ce qui s'était réellement passé pour refléter la façon dont elle aurait voulu que l'interaction se déroule ou pour faire passer d'autres personnes pour les méchants. En février 2003, Chris a été expulsée d'un cours à l'université à la suite d'un différend avec sa professeure. Elle affirme que c'était à cause de son autisme qui devenait presque une béquille pour excuser son comportement inapproprié, une méthode apprise de ses parents qui lui avait essentiellement appris à utiliser l'autisme comme un passe-droit pour obtenir ce qu'elle voulait. En réalité, cela pourrait être lié au fait qu'elle avait agressé verbalement des camarades de classe et tenu des propos racistes. Après avoir été expulsée du cours, elle a pleuré, mais il n'y avait personne pour la réconforter. Chris a décidé qu'il était temps de se trouver une petite amie, ou une amoureuse comme elle l'appelait, et ainsi commença la quête de l'amour. Cela ne s'est pas particulièrement bien passé, et chaque fille à qui Chris parlait avait déjà un petit ami, ce qui l'a amené à croire que seule une toute petite partie des femmes était, comme elle le disait, libre de petit ami. C'est ce qu'on appelle le facteur petit ami infiniment élevé. La première fois que Chris en a pris conscience, c'est peut-être lorsqu'elle a découvert que son amie d'enfance, Sarah, avait un petit ami après avoir eu un béguin pour elle. Cette prise de conscience était presque phobique pour elle et l'empêchait de trouver le courage d'aborder des femmes, sans même parler d'engager une conversation. Cela l'a également amenée à vraiment commencer à détester les hommes car il prenait toutes les femmes qui correspondaient à ses critères stricts. Les 10 critères incluaient qu'elle devait avoir entre 18 ans et l'âge que Chris avait à ce moment-là. Cela a duré pendant quelques années. Elle devait être sans petit ami, de corpulence moyenne à mince, blanche, avoir un emploi relativement bien rémunéré et ne pas être autiste. Comme elle souffrait d'une peur presque paralysante d'aborder les femmes, elle a trouvé des moyens intéressants pour tenter d'attirer quelqu'un. Elle s'asseyait dans un lieu public pendant des heures, parfois en faisant les 100 pas, tenant une pancarte indiquant qu'elle cherchait une compagne. Sans surprise, les femmes ne se jetaient pas exactement à ses pieds et elle a fini par avoir des ennuis pour vagabondage et racolage. Ses méthodes inhabituelles et son comportement menaçant ont été condamnés par le doyen de l'université qui l'a expulsée pendant 1 an.
Elle est revenue et a obtenu un diplôme d'associé en 2006, mais les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Le diplôme de Chris s'est finalement révélé être une grande perte de temps puisqu'elle ne l'a jamais utilisé pour trouver un emploi et elle a commencé à toucher des allocations peu de temps après avoir quitté l'université. Après l'université, sa vie se résumait uniquement à dessiner Sonichu, jouer à des jeux vidéo et se concentrer sur sa quête amoureuse. Elle a créé quelques médaillons Sonichu, dont un à l'effigie du personnage Sonichu, et on la voyait rarement sans ce médaillon autour du cou. Comme je l'ai déjà mentionné, Christine n'était pas vraiment préparée à la vie adulte, en partie à cause de son autisme, mais aussi parce que ses parents l'ont beaucoup assistée. Elle a toujours été très enfantine et au fil des années, elle a dépensé des milliers de dollars en jouets pour enfants. Elle aimait Mon Petit Poney et des années plus tard, elle a commencé à assister à la BronyCon. Elle avait aussi des opinions assez controversées. Elle était religieuse comme ses parents et aussi très homophobe, même si cela ne semblait pas venir de la religion, puisqu'elle n'a réalisé que la Bible condamnait l'homosexualité qu'après avoir vu un épisode de Family Guy. Des personnes de la mauvaise orientation utilisent la marque AS. Par là, je veux dire particulièrement les homosexuels. Pour une raison quelconque, Chris avait une obsession concernant le syndrome d'Asperger. Elle ne semblait pas vraiment comprendre ce que c'est, mais elle a répété à plusieurs reprises que ce n'est rien comme l'autisme et elle pense que les personnes atteintes du syndrome d'Asperger volent la vedette aux personnes autistes. Bien que Chris ne semble pas forcément raciste de nature, elle fait clairement preuve d'ignorance raciale. Et elle a déjà fait des commentaires déplacés par le passé, ainsi que stéréotypé des personnages dans ses bandes dessinées, et elle a aussi fait du blackface à un moment donné. Mais il y a une distinction claire dans la façon dont elle perçoit les personnes homosexuelles et les personnes d'autres origines ethniques. Elle a clairement dit que son amoureux devait être blanc, mais cela semble plutôt lié à un rêve qu'elle a eu, prophétisant une fille nommée Crystal qui était blanche, donc il était logique que la mère soit aussi blanche. Chris avait de nombreuses croyances délirantes, dont l'une était qu'il avait plus d'1 milliard de fans et que Sonichu était plus populaire que Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. La plupart du temps de Chris se passait à l'intérieur, même si elle se rendait parfois dans une boutique locale de jeux et de cartes où elle a rencontré Megan Schroeder en 2005. Chris a presque immédiatement eu un béguin pour elle, mais Megan n'était pas intéressée à être plus que des amis car elle affirmait avoir récemment traversé une mauvaise rupture. Les deux sont devenus de proches amis, mais Chris franchissait constamment les limites et harcelait pratiquement Megan, croyant qu'elle finirait par changer d'avis. Des emails entre les deux ont refait surface, où Megan dit à plusieurs reprises à Chris qu'elle ne cherche pas de petite amie et qu'elle veut juste être amie avec elle. Au début, elle refuse très poliment et finit par devoir être plus directe avec elle, mais elle gère tout de même la situation mieux que la plupart des gens ne le feraient. Elle mentionne que Chris continue de se rapprocher trop et de la toucher et décrit ses avances comme du harcèlement sexuel. La plupart des emails de Chris sont manquants, mais il est clair qu'elle ne prend pas non pour une réponse et qu'elle ne tient pas compte des sentiments de Megan concernant la situation. En 2007, Chris a participé à un concours, espérant gagner le prix qui comprenait un voyage pour deux à Seattle. Elle avait prévu d'emmener Megan avec elle, mais elle n'a pas gagné et a découvert que Megan ne serait de toute façon pas partie avec elle. 2007 a aussi été l'année où Internet a découvert Chris. L'un de ses dessins de Sonichu a été publié sur Fourchan et il n'a pas fallu longtemps pour que l'artiste soit identifié. À partir de là, des pages lui ont été consacrées sur le site Something Awful et sur Encyclopédia Dramatica ou Encyclopédia Dramatica. Ce serait la première fois que Christine serait exposée à un grand nombre de personnes qui n'allaient pas l'encourager ni lui accorder de passe-droit à cause de sa condition et elles étaient impitoyables. Christine ne s'est pas vraiment aidée elle-même. Elle a mis en ligne une vidéo sur YouTube pour essayer de convaincre Encyclopédia Dramatica de supprimer la page qui lui était consacrée, mais comme cela n'a pas fonctionné, elle a décidé de révéler beaucoup d'informations embarrassantes sur elle-même. Le fait d'en dire trop est quelque chose de très fréquent tout au long de cette histoire. Les trolls allèrent de toute façon continuer à troller, mais Christine leur donnait rarement de la matière et elle fournissait souvent des preuves photographiques ou vidéos, même pour les détails les plus étranges. Elle a partagé un dessin inapproprié qu'elle avait fait d'elle-même et de Megan, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans cette relation. En 2008, si ce n'était pas déjà le cas, Christine commençait vraiment à désespérer dans sa recherche d'une petite amie, allant même jusqu'à poster sur Yahoo Answers pour demander des conseils sur comment trouver une fille sans petite amie.
L'une des réponses lui a conseillé de se débarrasser du panneau qu'elle utilisait en public, ce à quoi Christine a répondu en demandant si la personne qui avait commenté accepterait d'être sa petite amie sans petite amie. La quête amoureuse de Christine a pris une tournure temporaire et inattendue lorsqu'elle a trouvé une petite amie nommée Blanca. Mais il s'est avéré qu'elle n'était même pas une vraie personne, mais plutôt un groupe de trolls opérant sous un faux compte. Pour simplifier, et parce que Christine ne croyait pas qu'elle se faisait piéger par plusieurs personnes, même lorsque c'était flagrant, nous appellerons collectivement les trolls Blanca. Blanca a envoyé plusieurs photos d'elle-même, qui étaient en réalité celles de différentes femmes, mais Christine ne s'en est pas rendue compte parce qu'elle souffre de prosopagnosie, ce qui signifie qu'elle a du mal à reconnaître les visages. Elle affirme avoir passé beaucoup de temps à se regarder dans le miroir quand elle était plus jeune, simplement pour pouvoir reconnaître son propre visage. Blanca a convaincu Christine d'envoyer des photos nues qui ont été publiées en ligne en septembre 2008. Au cours des mois suivants, diverses autres photos et vidéos de ce genre se sont retrouvées en ligne. Icarus69, l'un des trolls se faisant passer pour Blanca, a convaincu Christine de lui envoyer le médaillon Sonichu, ce qu'elle a fait. Il s'est filmé en train de le découper et de le mettre dans un bocal de cornichons, puis de l'incendier. Cela a été traumatisant pour Christine, non seulement parce que son médaillon bien-aimé avait été détruit, mais aussi parce qu'elle détestait les cornichons à cause de leur forme phallique. Toujours sans savoir que Blanca n'était pas une vraie personne, Christine a semblé s'en détacher et a rapidement commencé à communiquer avec une nouvelle amoureuse, Panda Allo. Elle a convaincu Christine d'envoyer des photos nues qu'elle a publiées en ligne et à un moment donné, elle a même réussi à faire accepter à Christine d'avoir des relations sexuelles avec un chien pour son plaisir. Christine a dit que sa race de prédilection aurait été un collet, comme Lassie, mais à ma connaissance, elle n'est jamais passée à l'acte. Du moins, j'espère qu'elle n'est jamais passée à l'acte. Et c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Entre en scène Clyde Cash. Tu sais ce qui me met en colère ? Ce Clyde est un personnage en ligne créé par un troll avec une histoire assez élaborée. Il a affirmé que son frère s'était suicidé après que Chris ait refusé de publier Sonichu à la suite de l'incident avec Encyclopædia Dramatica. Chris était quelque peu bouleversée d'entendre cela, mais ne semblait pas trop affectée, et a ensuite laissé entendre qu'elle aimait avoir assez d'influence sur quelqu'un pour qu'il ou elle mette fin à ses jours à cause de quelque chose qu'elle avait fait. Très bien. Je suis désolé que ton frère soit mort. Eh bien, ça ne veut pas dire que tu dois t'en prendre à moi pour la cause de sa mort. Je ne suis qu'une spectatrice innocente dans toute cette histoire. Cela a déclenché une rivalité qui allait durer des années et parfois devenir vraiment compliquée. Voilà à quel point je suis en colère à chaque instant où cette page Encyclopædia Dramatica est en ligne. Pour comprendre l'impact des actions de Clyde et des autres trolls, il est important de reconnaître que plusieurs personnes ont passé des mois, voire des années, à créer de nombreux personnages avec des histoires élaborées qui reliaient aux parfois différents personnages, tout cela juste pour troller Chris, et elles ne remettaient presque jamais rien en question, peu importe à quel point les événements inventés étaient invraisemblables. Elle croyait naïvement tout, même lorsque des gens essayaient de lui montrer des preuves qu'elle était victime de trolls. Elle avait vraiment du mal à distinguer la fantaisie de la réalité, au point même de croire que tous les personnages et mondes fictifs dans les livres, les films et les séries existent réellement dans une autre dimension. Elle a affirmé qu'à la fin de 2018, notre dimension était censée fusionner avec l'autre dimension, ce qui aurait pour résultat que les personnages fictifs existeraient physiquement dans ce monde. Elle croit aussi que CWCville, le décor qu'elle a créé pour Sonichu, est un endroit réel et semble l'utiliser comme un mécanisme d'adaptation. Quoi qu'il en soit, le fait est que Chris était très crédule et naïve et que son autisme en était probablement la principale cause, ce qui faisait d'elle une cible facile. Clyde et Panda Allo ont inventé une histoire folle qui commençait par Clyde Panda et elle tombant enceinte de son enfant et se terminait par la disparition de Panda, Chris supposant qu'elle était morte dans les incendies de forêt du Black Saturday en 2009. Cette bataille est loin d'être terminée, cette guerre est loin d'être finie, Monsieur Clyde. À ce stade, plusieurs trolls différents se faisaient passer pour des fans, des amoureux et même des ennemis, et Chris était complètement immergée dans ce monde fictif où tout le monde n'était pas gentil, mais où tout tournait autour d'elle. La prochaine amoureuse serait Julie, qui, comme les autres,
avait une histoire assez folle. En février 2009, Julie a demandé à Chris de lui rendre visite dans l'Ohio, mais Chris a dit qu'elle ne voulait pas voyager seule sur une si longue distance avant de changer d'avis et de dire qu'elle emmènerait sa mère Barbara avec elle. Quelques jours plus tard, le frère de Julie, Max, a dit à Chris que lui et Clyde Cash avaient kidnappé Julie et que Chris avait 5 jours pour la sauver. Barbara avait déjà mis en garde Chris contre le fait de rencontrer Julie, car elle pensait qu'il s'agissait d'un policier se faisant passer pour une mineure, alors Chris est parti à 5h30 du matin, n'emportant que $50. Sans rien dire à aucun de ses parents, elle a juste laissé un mot. Quand ils ont trouvé le mot, ils ont appelé la police et ont signalé sa disparition, inquiets qu'elle puisse se faire tuer car elle n'avait jamais voyagé aussi loin hors de la ville auparavant. On ne sait pas vraiment si la police l'a réellement recherchée ou non. À un moment donné, Chris s'est accidentellement enfermé hors de sa voiture, alors des ouvriers à proximité ont dû appeler une société de dépannage pour lui permettre de rentrer. Lorsqu'elle est arrivée à l'adresse que Max lui avait donnée, il n'y avait aucune trace de lui, de Clyde ou de Julie, seulement une femme âgée qui n'avait jamais entendu parler d'eux. Chris n'a donc eu d'autre choix que de rentrer chez elle, les mains vides. Étonnamment, Chris a en fait apprécié l'expérience, même si ses parents n'étaient pas aussi ravis et ont menacé de la mettre à la porte si elle voyageait à nouveau. Moins d'une semaine après cet événement désastreux, la vérité sur Julie allait être révélée lors d'une discussion en chuchotant qui est allée si loin que même Clyde en a eu assez. Tout a commencé avec Max qui se moquait de Chris, menaçant non seulement de vendre son compte PlayStation sur eBay, mais aussi de donner les bénéfices à Fourchand et Encyclopédia Dramatica. Après l'avoir insultée tout du long et lui avoir dit qu'elle devait choisir entre ses comptes et Julie, Max finit par lui ordonner de découper son médaillon en morceaux et de littéralement le mettre là où le soleil ne brille pas, et elle l'a fait. Lorsque Chris est enfin autorisé à parler à Julie, il est révélé qu'aucune d'elles, ni Max, n'existe et qu'elles sont toutes les deux des personnages créés par un utilisateur nommé Blue Spike. Ce n'était pas la première fois que Chris s'était fait piéger par une fausse identité, mais cette fois-ci, c'était bien pire car Blue Spike était en réalité un garçon de 13 ans. Apparemment, sans savoir qu'elle était victime d'une arnaque, Chris avait littéralement envoyé des photos nues et des vidéos inappropriées à un enfant. Tout cela est tellement dérangé à tellement de niveaux. Dans toute cette histoire, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on pourrait critiquer Chris, mais ce que Blue Spike a fait est tout simplement sadique. Même à 13 ans, tu devrais savoir qu'il y a des limites à ne pas franchir, bien avant d'essayer de convaincre une personne gravement autiste de se mettre des choses là-haut. Apparemment, il n'en fallait pas beaucoup pour tromper Chris, et Blue Spike utilisait sa voix normale lorsqu'il interagissait avec elle, ce que la plupart des gens auraient probablement reconnu comme étant celle d'un jeune garçon, mais Chris affirme ne pas l'avoir remarqué. Blue Spike semblait sous-entendre qu'il est peu probable que Chris ne s'en soit pas rendu compte, mais étant donné qu'elle a du mal à distinguer les visages, il est possible que cela s'étende aussi aux voix, mais je n'en suis pas certaine. Bien que Chris n'ait pas semblé hypocrite au début concernant tout cet incident, elle a ensuite déclaré que c'était l'une des choses les plus traumatisantes qui lui soit jamais arrivée. D'autres trolls étaient de présents dans le chat et la plupart étaient dégoûtés par jusqu'où Blue Spike est allé. Même Clyde a été sérieux pour une fois et n'a pas vraiment montré de sympathie envers Chris, mais lui a essentiellement dit de se ressaisir. Des années plus tard, Blue Spike a exprimé des regrets sur ce qu'il a fait et reconnaît que ce n'était pas drôle. Seulement quelques semaines plus tard, Chris a de nouveau été trollée lorsqu'elle a organisé un rendez-vous avec Emily, une étudiante en journalisme. Chris lui a posé un lapin la première fois car elle était stressée à cause de ses parents qui se disputaient pour savoir si Emily était réelle ou si c'était encore une autre troll. Spoiler, c'était encore une autre troll. Elles ont reprogrammé leur rendez-vous et Chris a décidé d'emmener son père de 81 ans avec elle. Le rendez-vous ne s'est pas vraiment bien terminé après qu'un homme déguisé en cornichon soit arrivé pour troller Chris. L'homme en costume de cornichon était un personnage créé par l'un des trolls derrière Blanca et ce nom a été utilisé par plusieurs trolls différents. Plus tard, Chris a dit qu'elle était fière de ne pas s'être souillée lorsque l'homme en costume de cornichon est apparu. En juin 2009, une chaîne YouTube a été créée par quelqu'un qui prétendait être la vraie Chris Chan, arborant même le médaillon Sonichu, bien qu'il soit en papier. Il a finalement été surnommé Chris Liquide, tandis que la vraie Chris était Chris Solide. Chris Liquide affirmait que les comptes originaux de Chris avaient été piratés et qu'un imposteur les gérait désormais. Il a mis en ligne des parodies des anciennes vidéos de Chris et finalement, dans l'esprit de Chris où la fiction et la réalité se confondent, Chris Liquide était meilleur pour être Chris que Chris elle-même. Des concours ont été organisés pour déterminer qui était la vraie Chris et Chris Liquide a gagné.
Dans le message d'adieu de Chris Liquid, il disait qu'il était marié, employé par Nintendo et Microsoft, et faisait référence à Ian Brandon Anderson, dont il affirmait qu'il avait pris le contrôle des comptes de Chris. Il semble qu'il y ait eu un moment où Chris Solid s'est réellement demandé si elle était la vraie Chris, et a dû utiliser la logique, pour une fois, afin de se convaincre qu'elle l'était. On ne pourrait vraiment pas inventer des choses pareilles. En novembre 2010, après une nouvelle déception amoureuse, elle a supprimé toutes ses vidéos et a annoncé qu'elle ne publierait plus rien ni n'interagirait plus avec qui que ce soit en ligne. Quelques mois plus tard, cependant, elle est revenue et même si ce n'est qu'en 2014 qu'elle a révélé être une femme transgenre, à ce moment-là, elle avait déjà commencé à s'habiller de façon plus féminine et se qualifiait elle-même de Tomgirl. Ce fut un moment décisif pour elle, non seulement parce que c'était le début d'une toute nouvelle façon de vivre, mais aussi parce que cela marquait le début d'un revirement concernant ses opinions homophobes. Barbara n'approuvait pas cependant et lui a dit d'arrêter de porter des robes et du maquillage, et elle lui a même coupé les cheveux de force à un moment donné. Le mois suivant le retour de Chris sur Internet, son père Bob est décédé d'une insuffisance cardiaque, ce qui l'a plongée dans une profonde dépression. Elle ne semblait plus capable de se remettre du harcèlement après cet événement, ce qui a poussé beaucoup de gens à se demander s'il n'était pas temps de la laisser tranquille, mais tout le monde n'était pas aussi attentionné. En octobre, Chris et Barbara ont été arrêtés et inculpés pour intrusion, agression et refus de s'arrêter après un accident ayant causé plus de 1 000 $ de dégâts. En 2012, Chris a finalement perdu sa virginité, mais ce n'était certainement pas grâce à sa quête amoureuse qui, selon tous les témoignages, a été une véritable catastrophe. Elle pensait qu'elle risquait d'aller en prison à cause de ses démêlés avec la justice et a engagé une femme pour l'aider à rayer cela de sa liste de choses à faire avant de mourir. Le reste de l'année, ainsi que la majeure partie de 2013, a été relativement calme, Chris se plaignant souvent sur Facebook et Twitter, cherchant quelqu'un à blâmer pour la situation dans laquelle elle se trouvait. En janvier 2014, la maison de Chris a pris feu à cause d'une rallonge effilochée qui allait de la salle de bain à une cafetière dans le couloir. Le placement inhabituel et dangereux était dû aux habitudes d'accumulation de Barbara qui bloquaient certaines parties de la maison. Chris et Barbara allaient mal bien, mais malheureusement, l'un de leurs chats est mort dans l'incendie. Après cela, leur situation financière s'est aggravée, en partie à cause de nombreuses mauvaises décisions, comme Chris qui dépensait beaucoup d'argent en jouets pour enfants. Elles ont supplié les fans de leur donner de l'argent ou de leur acheter divers objets sur eBay, y compris des photos dédicacées de Chris et la collection de timbres de Bob. S'il vous plaît, pourriez-vous acheter les produits dérivés de Christine Chandler pour nous aider à payer l'hypothèque? En août, Chris a commencé à s'identifier comme lesbienne, affirmant qu'on peut être un homme lesbienne. Ce n'est qu'en décembre qu'elle a annoncé qu'elle était transgenre. Ce mois-là, elle a agressé un employé de GameStop et a ensuite provoqué une agitation chez Walmart, ce qui a finalement conduit à une nuit en prison, une amende de 540 et 1 € et une peine de 6 mois avec sursis. L'annonce de sa transition de genre allait donner lieu à quelques événements déroutants et troublants. Chris a passé des mois à écouter des vidéos d'hypnose par fréquence subliminale qu'elle pensait pouvoir lui donner le résultat d'une chirurgie de réattribution sexuelle sans passer par l'opération et a finalement décidé de se faire une incision à l'entrejambe dans le but de libérer le vagin qu'elle croyait être en train de pousser à l'intérieur d'elle. Au cours des années suivantes, Chris a évolué sur certains sujets et elle s'est excusée pour son passé homophobe. Barb a été poursuivie en justice après avoir accumulé 29 000 $ de dettes, déclenchant ce que l'on appelle la crise financière, où elle et Chris sont devenus encore plus désespérés dans leur demande d'argent. J'ai dit pas de don en dessous d'1 $. Aucun don inférieur à $1. Nous avons besoin de cet argent. Chris avait créé une page Etsy comme source de revenus supplémentaires, mais elle a été bannie après avoir échoué à honorer les commandes. Je vais le dire à maman. Nous avons besoin de cet argent. Et pourquoi en avons-nous besoin? Pour la nourriture. Alors j'ai dit, mais va, trouve-moi, aide-moi à obtenir 400. Pour payer tout ce dont j'ai besoin. En 2016, elle a publié un message sur Facebook pour défendre une relation entre une femme et son fils. À un moment donné, elle a même admis ouvertement avoir rêvé d'avoir une relation avec sa mère, ce qui était déjà assez étrange à l'époque, mais encore plus compte tenu des récents développements dans cette histoire.
À un moment donné, elles auraient partagé un lit et il semble qu'en général, elles entretenaient une relation que la plupart des gens qualifieraient d'inappropriée. Chris a continué à trop partager et à s'emporter sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à proférer des menaces de mort contre Donald Trump et Mike Pence. Pendant cette période, Chris a de nouveau été piégée par des trolls, croyant à un moment donné qu'elle était en couple avec Vanessa Hudgens, puis elle a commencé à interagir avec un autre troll, le Idea Guy, qui est rapidement devenu les Idea Guy lorsqu'un autre troll s'est joint à eux. Ils ont manipulé Chris et lui ont fait du gaslighting en jouant le rôle de ses amis imaginaires et en la convainquant qu'ils avaient des informations privilégiées concernant CWCville. Ils lui ont lavé le cerveau pour lui faire croire diverses choses à son sujet, comme le fait qu'elle était à moitié Sonichu, tout comme son père et Ted Bundy, ce qui a naturellement alimenté ses délires préexistants. En raison de la nature incroyablement suggestible de Chris, il a même été théorisé que sa transidentité n'était que le résultat du lavage de cerveau des trolls qui auraient implanté et renforcé cette idée dans son esprit au fil du temps. Cependant, personne d'autre que Chris ne saurait si c'était le cas ou non. Un groupe de personnes a tenté d'intervenir et de stopper les efforts du mec des idées pour pousser Chris encore plus loin dans la folie et elle a fini par s'en éloigner, mais certains des dommages psychologiques qu'elle a subis sont probablement irréversibles. Chris n'a jamais cessé de croire en CWCville et aux autres dimensions, et lorsque la pandémie a commencé en 2020, elle a cru que c'était un signe de la fusion dimensionnelle qu'elle avait prédite à l'origine en 2018. Cependant, le confinement a entraîné l'annulation de BabsCon, une convention My Little Pony, ce qui a conduit Chris à vivre littéralement en tant que Sonichu pendant près d'1 an et puis elle a réellement commencé à prétendre sérieusement être un personnage fictif dans la vie réelle comme mécanisme d'adaptation. Elle a abandonné le jeu de rôle en février 2021, ce qui nous amène plus ou moins à la situation actuelle. Il y a seulement quelques jours, au moment où j'écrivais les notes pour cette vidéo, Chris, maintenant âgée de 39 ans, a été arrêtée suite à des allégations selon lesquelles elle aurait eu des relations sexuelles avec sa mère de 80 ans qui souffre de démence. Peu de temps avant, une conversation entre Chris et une personne inconnue a été enregistrée, dans laquelle elle décrivait avec désinvolture avoir eu des relations sexuelles avec sa mère à plusieurs reprises, disant qu'elle était partiellement confuse à un moment donné, puis qu'elle s'est reprise, mais qu'en général, elle apprécie la relation avec Chris. Chris affirme que Barbara a initié ce contact entre elles et semble croire qu'elle le fait pour son bien. Même si Barbara était en mesure de consentir, ce qui n'est pas le cas à cause de son âge et de son état mental, et du fait qu'il est sous-entendu qu'elle n'était pas toujours pleinement consciente, cela me rendrait quand même malade de penser que Chris a finalement trouvé sa bien-aimée et que c'était sa mère depuis le début. Après être tombé dans ce terrier de lapins, je me demande si tout cela aurait pu se passer autrement. Il ne fait aucun doute que les trolls ont contribué à la détérioration de son état mental. Mais jusqu'où le comportement de Chris serait-il allé si elle n'avait jamais été exposée aux recoins sombres d'Internet ? Bien sûr, en tant qu'individu, nous devons être tenus responsables de nos propres actes et Chris doit faire face aux conséquences de ce qu'elle a fait, mais les personnes qui l'ont tourmentée, provoquée et même maltraitée en ligne ont aussi du sang sur les mains. Je ne dis pas cela une seule seconde pour excuser quoi que ce soit de ce qu'elle aurait fait, ce serait impardonnable si c'est vrai, mais nous parlons d'une personne atteinte d'autisme sévère qui, à de nombreuses reprises, a montré qu'elle était extrêmement immature, qu'elle ne distinguait pas le bien du mal et qu'elle était très facilement manipulée et influencée, non seulement par des personnes de son entourage mais aussi par des inconnus sur Internet. Dès que Chris a été assez âgée pour manifester ce genre de comportement, elle a été encouragée et d'une certaine manière même poussée par sa famille. Elle n'a jamais vraiment eu une chance. Même si je n'étais pas d'accord avec beaucoup de ses opinions ou actions passées, j'avais sincèrement de la peine pour elle avant cela. Je n'ose pas imaginer à quel point ce serait horrible d'avoir l'autisme en plus d'autres troubles psychologiques, de faire confiance aux gens à plusieurs reprises et qu'ils te manipulent et essaient de te rendre folle. Si Chris a vraiment fait ce dont elle est accusée et ce qu'elle a admis, ce qui reste encore une grande incertitude, car je pourrais tout aussi bien croire que tout cela n'est qu'un fantasme qui n'existe que dans la tête de Chris, ce n'était pas totalement imprévisible. La relation entre Chris et Barbara était clairement malsaine et inappropriée depuis longtemps. Alors, quelle est la prochaine étape pour Chris ? Honnêtement, ça ne s'annonce pas bien. Si elle est très reconnue coupable, même si aucune autre accusation n'est ajoutée, comme le viol, elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Quand elle sortira, ou dans sa situation actuelle si elle ne va jamais en prison, il se peut qu'elle n'ait nulle part où vivre. Car Barbara ira probablement dans une maison de retraite payée par la vente de la maison.
Il est peu probable qu'une famille l'accueille et elle n'a pas non plus d'amis pour l'aider. Son meilleur espoir est un type de résidence avec assistance, car il est presque impossible qu'elle puisse subvenir seule à ses besoins en vivant de façon indépendante. Il y a eu quelques moments où il semblait que Chris pourrait changer, mais si elle est coupable des récentes accusations, ce serait un record absolu. Et à son âge actuel, je ne vois pas comment elle pourrait désapprendre un comportement aussi nuisible et profondément enraciné. Nous devrons simplement attendre et voir où les procédures judiciaires la mèneront. Pour l'instant, elle est actuellement en prison en attendant sa prochaine audience le 16 septembre et il n'est pas clair comment elle compte plaider. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires. Avez-vous suivi l'histoire de Chris Chan et avez-vous quelque chose à ajouter si c'est le cas? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Un immense merci à mes mécènes dont les noms s'affichent à l'écran en ce moment, j'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo.